Une femme est enterrée dans le cimetière d'une villa toscane, dont la tombe n'a jamais été rendue publique. C'est approprié en fait, Parce que presque rien n'a été écrit sur Marie Bouza de son vivant, ni pendant les 90 années suivantes. N'était totalement vrai non plus. On l'appelait la plus belle femme de la Confédération, Mais on l'a aussi traitée de traîtresse, de chercheuse de fortune, de voleuse de bijoux russes, de courtisane, et même de victime de meurtre, selon un journal qui a dû retirer l'article 2 jours plus tard, parce que, oups, elle n'était en fait pas morte. À sa mort, en 1908, elle était comtesse. Marie Bouza avait été réinventée tant de fois par tant d'inconnus que la véritable histoire, celle qu'elle avait réellement vécue, a été ensevelie sous tout cela. Voici cette véritable histoire, et elle commence comme beaucoup de bons scandales, par un passé familial compliqué. Marie Bouza est née en décembre 1846 à Columbia, en Caroline du Sud. Même son année de naissance a été déformée par des biographes ultérieurs. Sa mère, Amelia Seas, était la fille d'un agent de police de Philadelphie, qui à ce moment-là avait déjà survécu à un mariage avec un homme mourant qu'elle avait épousé uniquement par pitié. Son mari, gravement malade, était mort le lendemain. Son deuxième mari, Peter Burton, était un homme d'affaires plus âgé de Caroline du Sud, qui est mort subitement d'une crise alors qu'Amelia était enceinte de Marie. Le troisième mari, David Bouza, est celui qui a donné à Marie son nom de famille. Tragiquement, il s'est donné la mort en 1850, pendant qu'Amelia était à l'église. Avec sa disparition, Amelia avait maintenant enterré 3 maris. David avait laissé derrière lui un patrimoine d'une valeur de plus de 10 000 $, soit plus de 400 000 $ aujourd'hui, plaçant Amelia et la jeune Marie dans une situation financière bien plus confortable. Pourtant, la haute société de Columbia n'a jamais vraiment accepté Amelia. Des ragots circulaient sans cesse sur elle. Et elle était couturière, ce qui était presque une mort sociale dans le Sud avant la guerre de sécession. Mais Marie elle-même ne passait pas inaperçue. Cheveux blonds vénitiens, yeux bleus profonds, et selon tous les témoignages, même les plus médisants, vraiment éblouissante. Le général John Preston a dit un jour qu'elle était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Mary Chestnut, la diariste la plus célèbre de la guerre de sécession, n'était pas une admiratrice des boozers. A admis à contre-cœur qu'elle était une beauté que personne ne pouvait nier. Elle n'avait rien non plus du stéréotype de la belle sudiste fragile. Après que sa mère se soit remariée avec Jacob Fissa en 1852, Marie a grandi dans un foyer confortable et son beau-père dévoué s'est assuré qu'elle reçoive une excellente éducation. En 1863, elle a été envoyée étudier à Paris, où elle est tombée amoureuse de la culture française. Elle est rentrée chez elle en se faisant appeler Marie au lieu de Mary, tout simplement parce qu'elle préférait ce prénom. Elle est ensuite revenue à Columbia, cultivée, sûre d'elle, et entièrement elle-même. Elle montait à cheval, tirait avec des armes à feu, et se souciait peu des attentes de la société. Puis la guerre l'a trouvée, et lui a offert l'histoire d'amour qui allait définir tout ce qui suivrait. Pendant les premières années de la guerre, Marie était, sur le papier, une bonne fille de la Confédération. Elle soignait les soldats blessés dans un hôpital de Columbia et faisait sa part pour le moral des troupes. Mais sa mère avait d'autres loyautés, aidant secrètement les prisonniers de l'Union détenus au camp Sorghum, à l'extérieur de la ville. Et c'est grâce à ce travail que Marie rencontra un homme qui allait tout changer. Il s'appelait Samuel W. Preston. C'était un lieutenant de la marine de l'Union qui avait été capturé et détenu comme prisonnier de guerre, là, même à Columbia. Alors qu'elle aidait à s'occuper des prisonniers, Marie rencontra le jeune homme séduisant et ils tombèrent amoureux. Leur amour était tel qu'ils projetèrent de se marier dès sa sortie de l'armée. Pendant un bref instant, l'avenir semblait certain. Pourtant, cet avenir n'a pas survécu à la guerre. Samuel, libéré lors d'un échange de prisonniers, est retourné au combat. Et malheureusement, il a été tué à Fort Fisher en janvier 1865. Lorsque la nouvelle est parvenue à Marie, quelque chose en elle a changé de façon permanente. Sa loyauté envers les Confédérés est partie avec lui. Elle était entièrement la fille de sa mère. À présent, elle était engagée pour l'Union, jusqu'au bout. Un mois plus tard, William T. Sherman et son armée de l'Union sont entrés dans Columbia. En quelques jours, un tiers de la ville disparut, brûlée dans des incendies à la responsabilité jamais clairement établie.
Sherman a affirmé que les confédérés en fuite les avaient déclenchés. Le général confédéré Wade Hampton a insisté sur le fait que c'était Sherman qui les avait déclenchés. En réalité, il s'agissait probablement de soldats ivres, de coton en vrac et de vents violents attisant les flammes. Mais alors que la ville couvait sous les braises, Marie et sa mère faisaient quelque chose qui aurait valu à la plupart des familles de Columbia d'être chassées de la ville, par pur principe. Elles cachaient des prisonniers de l'Union évadés dans leurs caves, les nourrissant et les abritant jusqu'à l'arrivée des lignes de l'Union. Un homme du coin, surpris à faire la même chose, a été fouetté et on lui a rasé la tête pour cela. Heureusement, Marie et Amelia n'ont pas été prises. À ce moment-là, elles avaient gagné la gratitude des officiers de l'Union. Et cette gratitude leur offrait une certaine protection. Mais Columbia remarquerait vite ce qu'elles avaient fait. Et ses habitants ne l'oublieraient pas. Amelia avait fait le calcul. Si elle restait, elle serait marquée à vie dans une ville qui venait de les voir aider l'ennemi. Alors lorsque l'armée de Sherman est partie, elle a rassemblé Marie, sa demi-sœur Ethelinde et leur nourrice, et elles sont parties avec la colonne de l'Union. Elles ne suivaient pas non plus la colonne de loin. Le général Oliver Howard leur a trouvé une voiture et les a gardées près de son état-major, sachant combien les routes du Nord seraient difficiles. C'est à ce moment de l'histoire que la légende prend le pas sur les faits. Alors, remettons les choses au clair. Pendant des décennies, les récits populaires aiment affirmer que Marie a été surprise lors d'un raid de cavalerie confédérée sur le camp du général de l'Union Judson Kilpatrick, s'enfuyant soi-disant à moitié vêtu dans les bois, tandis que Kilpatrick lui-même s'est enfui en chemise et en caleçon. C'est vraiment une scène formidable. C'est aussi une fiction. Le tout premier récit de cette histoire, datant de 1899, nomme la femme impliquée comme une vieille institutrice d'Overmont, pas Bowser. Quelque part entre 1899 et une histoire largement lue de la campagne publiée en 1956, les conteurs ont remplacé la vieille institutrice par une belle jeune femme de 20 ans pour rendre l'histoire meilleure. Tous les historiens sérieux ayant consulté les sources primaires s'accordent à dire que Marie n'était pas près de ce camp. Son histoire était déjà assez dramatique, inutile d'y ajouter une romance inventée. En mars 1865, ils étaient arrivés à Wilmington, puis à Philadelphie, et enfin à New York. Et le Nord n'a pas vu arriver des traîtres. Il a vu des héroïnes. L'Union League Club a remis à la famille $10 000 pour les aider à se réinstaller. Plus de 30 officiers de l'Union ont signé des déclarations louant leur courage. Sherman leur a même adressé une mention élogieuse dans ses mémoires. Pour la plupart des gens, cela aurait été la fin d'une histoire extraordinaire. Mais pour Marie, ce n'était que le début. $10 000, c'était une somme considérable en 1865. Et combiné avec les ressources qu'Amelia avait réussi à préserver, cela lui ouvrait les portes de lieux où la fille d'une couturière de Columbia n'avait normalement pas sa place. En réalité, la société new-yorkaise se souciait moins de vos origines que de ce que vous aviez à offrir. Marie avait beaucoup à offrir. Belle, qui parle couramment français et sait jauger son monde en un instant, elle assumait parfaitement sa nouvelle vie. Amelia n'avait plus qu'une seule ambition, et elle la poursuivait sans relâche. Bien marier Marie. Elle a jeté son dévolu sur John S. Beecher, un riche vieux marchand en 1866. La description de Marie à son sujet était simple. Un vieil homme agréable. Ce n'était bien sûr pas un mariage d'amour, mais plutôt une simple transaction parée de soi. En 1867, ils eurent un fils, et elle l'appela Preston, d'après Samuel, l'homme qu'elle voulait vraiment épouser, mais n'en a jamais eu l'occasion. Puis, en 1870, Amelia est morte. Pendant près de 2 décennies, elle avait été la plus grande défenseur de Marie, l'organisatrice de sa vie mondaine et sa protectrice constante, en apaisant les scandales, en organisant des présentations et en assurant la place de sa fille dans la société. Soudain, Marie était livrée à elle-même. Beecher n'était pas fidèle non plus, et dans un retournement de situation qui frôlait l'autosabotage, c'est lui qui a présenté Marie à Lloyd Phoenix, un riche yachtsman qui avait l'habitude de promettre le mariage à des femmes qu'il n'avait aucune intention d'épouser. Marie, cependant, le croyait complètement, et elle a attendu. Et quand elle a fini par le relancer sur la question, il s'est moqué d'elle. Quoi que Marie ait fait en réponse en octobre 1873, c'était assez grave pour que tous les concernés fassent tout leur possible pour l'étouffer, et ils ont largement réussi. Beecher a quand même utilisé le scandale pour demander le divorce. L'affaire a traîné jusqu'en 1874,
se retrouvant mêlé à un autre scandale à l'ombre, impliquant la demi-sœur de Marie, faisant la une des journaux des deux côtés de l'Atlantique. Le verdict a été sévère. Marie a été désignée comme la partie adultère. Beecher a gardé leur fils. Elle a touché une pension alimentaire et, selon la loi new-yorkaise de l'époque, ne pouvait se remarier tant qu'il vivait. New York en avait fini avec elle. Mais Paris ne l'avait même pas encore rencontrée. Paris, dans les années 1870, suivait des règles différentes de celles de New York. Une Américaine divorcée, avec une réputation scandaleuse, n'était pas automatiquement rejetée. Elle pouvait même devenir un atout, si elle jouait bien ses cartes. Marie les a jouées à la perfection. Elle a loué des chambres, les a remplies avec les bonnes personnes et a laissé la nouvelle se répandre. En quelques mois, son appartement attirait des artistes, des écrivains, des membres de la petite royauté et d'autres figures notables. C'était le demi-monde, la société de l'ombre, qui fonctionnait en parallèle du Paris respectable, où le charisme comptait bien plus que la réputation, et où les relations valaient bien plus que le sang. Marie avait les deux. Marie menait grand train, des habitudes coûteuses, un esprit rebelle et assez de notoriété pour que la police parisienne la surveille, paraît-il, du coin de l'œil. Non pas parce qu'elle avait commis un crime notable, mais parce que les femmes de ces milieux attiraient inévitablement l'attention des autorités. Au milieu de tout cela, avant même qu'elle ne se soit vraiment installée dans la ville, elle et sa sœur Etelane ont fait un voyage à Saint-Pétersbourg. Là-bas, elles ont côtoyé les aristocrates russes et fait réaliser leurs portraits par un photographe de cour réputé, et sont devenues le centre d'attention. Cela devait être une simple note de bas de page. Au contraire, cela est devenu la source d'une rumeur ayant survécu au voyage durant des décennies. La rumeur était explosive. Que Marie était repartie avec des bijoux appartenant à la famille impériale russe. Sans surprise, cependant, il n'y avait rien de vrai là-dedans. Aucune. Une fois qu'une telle histoire est liée à votre nom, elle ne vous lâche jamais vraiment. Et donc, les gros titres les plus retentissants sur Marie étaient encore à venir. À Londres, à l'automne de 1875, elle rencontra l'homme prêt à lui offrir ce que New York ne lui avait jamais donné. Un titre que les rumeurs ne pouvaient lui enlever. C'était le comte Arthur de Portelès-Gorgier. Il était né en Suisse et travaillait comme diplomate français. À peu près de son âge, et d'après tous les témoignages, un véritable gentleman, ce qui, après Beecher et Lloyd Phoenix, devait sembler presque suspect. Une étrange coïncidence existait aussi dans ce petit monde. La première épouse défunte d'Arthur s'appelait Jenny Holliday. Et Marie avait connu Jenny des années plus tôt, dans le même pensionnat à Manhattan. Les cercles de la haute société formaient décidément un tout petit monde. Ils se sont mariés dans une église de Londres le 4 novembre 1875. Marie avait 28 ans. Arthur avait 31 ans. Son divorce l'empêchait techniquement de se remarier tant que Beecher vivait. Ils se sont remariés le printemps suivant à Baltimore, cette fois avec l'accord de Beecher, juste pour rendre l'arrangement inattaquable selon la loi américaine. 2 mariages pour une seule union. Voilà avec quelle prudence Marie devait avancer, même lorsqu'elle entrait enfin dans le monde qu'elle avait passé des années à se battre pour atteindre. Et comme ça, la fille que sa propre ville natale avait traitée de traîtresse était maintenant une comtesse. Mais si un titre pouvait changer son statut, il ne pouvait pas effacer son passé. Et son infamie ne ferait que continuer. Marie a quitté sa période rebelle à Paris et a ensuite passé 30 ans comme fidèle épouse de diplomate, parcourant le monde. Sa vie après le mariage ressemble moins à une biographie qu'à un manifeste de cargaison. Pékin, Naples, un château en Suisse, Santiago de Cuba, Buitenzorg sur l'île de Java, où elle et Arthur se trouvaient en poste lorsque le Krakatoa est entré en éruption en 1883. Tokyo, où ils ont passé 4 ans dans les années 1890 et sont devenus, selon la plupart des témoignages, vraiment appréciés. Le gouvernement français a finalement décerné à Arthur l'une de ses plus hautes distinctions, la Légion d'honneur. Et plusieurs sources attribuent en partie cette réussite au tact mondain de Marie. Mais la célébrité, une fois qu'elle vous colle à la peau, se moque bien de la distance à laquelle vous fuyez. Elle vous suit et parfois, elle devient encore plus étrange avec la distance. Même des années plus tard, des attaques sont venues de personnes comme le journaliste de Caroline du Sud, Julian Selby, et d'autres anciens confédérés qui considéraient Marie comme quelqu'un qui avait trahi le Sud.
Les journaux de chez elle ont fait circuler des histoires selon lesquelles elle aurait épousé le sultan ottoman. D'autres la situaient en Afrique, prétendument en train de vivre parmi les Zoulous. Rien de tout cela n'était vrai. Rien de tout cela ne ressemblait même de près à la vie qu'elle menait réellement. Puis, en octobre 1884, le New York Times a publié un titre inoubliable. Une jeune femme étranglée avec une corde d'arc au Japon, morte à cause d'une indiscrétion. Ils l'ont appelée Marie. Le problème, c'est que Marie n'était jamais allée au Japon. Sa véritable affectation là-bas n'aurait lieu que 10 ans plus tard, et elle était bel et bien en vie. 2 jours plus tard, le même journal a publié une rétractation. Qu'elle était vivante et mariée en Suisse, ont-ils admis, comme si cela effaçait d'une manière ou d'une autre ce qui avait déjà été publié. Ce n'était pas le cas. Mais c'est pas tout. La rétractation a été publiée en page 2, le meurtre figurait en première page. Après des décennies de scandales, rumeurs et gros titres, le dernier chapitre de Marie serait bien plus calme que la légende qui l'a suivi. Elle a passé ses dernières années en Italie, dans une villa de 25 pièces à l'extérieur de Florence, avec une vue dégagée sur la cathédrale au loin. Après des décennies à faire ses valises pour la prochaine affectation, toujours à se préparer pour la destination suivante. Elle a finalement cessé de déménager. Elle a reçu les derniers sacrements de l'Église catholique et est décédée le 25 janvier 1908, à l'âge de 61 ans. Son mari lui survivrait de 20 ans. Nous revenons ici à notre point de départ. L'emplacement de sa tombe n'a jamais été rendu public, ni l'endroit, à peine même la date. Après avoir passé sa vie à servir de matière première aux histoires des autres, le seul détail qu'elle a vraiment gardé, c'est où reposerait son corps. Tout le reste, les journaux l'ont pris. Le vol de bijoux qui n'a jamais eu lieu, le meurtre qui n'a jamais eu lieu, la scène en chemise de nuit dans un camp de cavalerie. Elle ne s'en est jamais approchée. Des générations de romanciers ont construit des livres entiers sur un pamphlet amer, écrit par un homme qui ne lui a jamais pardonné d'avoir quitté Columbia. La vraie femme, qui soignait les soldats blessés, est tombée amoureuse d'un homme mort avant leur mariage, et a survécu à un divorce brutal, et s'est reconstruite, passant d'une exilée déchue de Caroline du Sud à une comtesse qui a parcouru le monde, a été ensevelie sous la légende. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Marie Bouza, j'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de sa vie dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez des suggestions, faites-le moi aussi savoir dans les commentaires ci-dessous. Voulez-vous plus de vidéos sur les mondains et les personnalités de ce genre, ou préférez-vous autre chose? Dites-le moi. J'espère que vous avez activé les notifications et que vous êtes abonné pour recevoir toutes mes vidéos dès leur mise en ligne. C'est tout pour moi, on se retrouve dans la prochaine Forgotten Life. Merci.